Je suis descendue chez mes parents à Beersheva. Ils avaient enregistré les informations depuis le flash de jeudi matin. Je devinais le montage des photos, les extraits d'interviews, les rappels des prix littéraires, les témoignages d'écrivains, d'éditeurs ou de critiques. Je n'ai rien voulu voir ni entendre. Je n'ai pas voulu que cette vie qui m'était si précieuse soit résumée. Je n'ai pas voulu entendre parler de cette mort comme d'une information parmi d'autres, ne rendant pas compte d'une présence que je sentais si puissante dans son retrait. J'ai pris sur moi, dans un effort épuisant, pour ne pas exiger que tous autour de moi se taisent. Je voulais qu'on me laisse tendre l'oreille pour recueillir en moi chaque écho de la disparition, retrouver des bribes du dialogue murmuré. C'est sans doute pour cela que j'ai encore à peine dormi dans la nuit de vendredi à samedi, puis dans celle de samedi à dimanche. Le silence des heures nocturnes ne me délivrait pas les phrases dérobées, mais sa qualité était telle que je voulais demeurer éveillée pour l'entendre, et dans la journée, je marchais dans le désert trempé par la tempête. Le désert, midbar en hébreu, formé à partir de la même racine que la parole, là où auraient marché Abraham et Jacob, là où le silence révèle le cri intérieur, près de Beersheva, qui signifie le puits du serment. Je vacillais, m'habituant au tremblement qui ne cessait pas, et la nuit, allongée dans mon lit d'adolescente, j'avais l'impression d'être debout. Dimanche, le ciel déversait une lumière limpide sur la ville, il faisait doux. Je n'ai jamais eu si chaud à Jérusalem en janvier. Les larmes ont coulé devant le corps frêle enveloppé dans un châle de prière. J'ai fixé la branche du cyprès qui s'était inclinée vers la tombe fraîche. David m'a raccompagné à l'aéroport Ben Gourion et lorsqu'il m'a serré dans ses bras, je lui ai dit « Je ne sais pas comment je vais vivre maintenant. Tu vois, je ne sais pas comment vivre sans Aaron. » Fiévreuse et insomniaque, je suis rentrée à Paris, envahie par le tremblement qui allait crescendo. Et j'aime que mon corps soit ainsi à l'unisson avec mon âme. Il ne me trahit pas, il prend la mesure de l'événement. Je pense à Erwin dans « Le garçon qui voulait dormir », à ses jambes blessées, aux opérations qui se succèdent pour l'aider à marcher, et vers la fin du livre, il marche enfin, parvenant simultanément à écrire. Il s'adresse à sa mère, morte depuis plusieurs années, mais bien présente dans ses nuits. J'en ai tant vu dans mon enfance, mais j'ignorais qu'il s'agissait de prodiges. Je marcherai d'un endroit à l'autre jusqu'à ce que je sois passée par tous les lieux où nous avons été, et par tous ceux sur lesquels j'ai entendu des histoires. Et j'ai su, le jour où j'ai traduit ces phrases, que le mouvement des jambes pour marcher et celui de la main pour écrire procédaient pour Aaron de la même quête, de la même liberté. Pour le moment, je ne trouve que la force d'écrire et mes jambes ne savent où aller. Lorsque je suis dans le studio d'une radio et que l'on me demande « Comment avez-vous rencontré Aaron Appelfeld ?» Il y a toujours un blanc dans ma tête. Je réponds « C'est difficile de prendre la parole après quelqu'un qui accordait tant d'importance aux mots et qui vient tout juste de se taire. Et je sens que le problème est là, impossible à résoudre pour l'heure. J'ai conscience d'être en train de vivre une expérience qui suscite en moi un désir de silence inédit et une excitation inavouable. Je m'enferme dans ma chambre, dispose autour de moi les livres que j'ai traduits, ceux qui attendent de l'être, dédicacés avec amour, les feuilles sur lesquelles je prenais des notes lorsque nous étions ensemble sur une scène de festival ou dans un studio de radio. Je veux, moi aussi, passer par tous les lieux où nous avons été. Je retraduis tout. Je retrouve le souffle, le rythme, les intonations, le sourire au milieu d'une phrase. Mes oreilles se tendent et s'affûtent. J'entends la voix qui s'est tue de manière plus distincte que si j'en écoutais un enregistrement. Elle prend corps de nouveau en moi. Je m'immobilise, essaie de comprendre où cela se passe-t-il exactement,
Quel est le prodige qui la rend si claire et si audible? Une certitude m'habite. Ce silence est un don de celui qui vient de se retirer, transmis patiemment, mesure par mesure. J'ai été préparée à mon insu au premier jour de la vie sans lui, et à ceux qui suivraient. Je l'ignorais alors, mais lui, j'en suis sûre, le savait, ou l'avait deviné. C'est sans doute pourquoi depuis jeudi matin, jour et nuit, ne s'opposent plus mais se confondent. Il y a de l'obscurité dans la lumière et de la lumière dans les ténèbres. Le jour et la nuit s'unissent en moi, la joie et la peine aussi, et l'une n'est pas le contraire de l'autre, mais son complément absolu. La joie de l'avoir connu et d'avoir été aimé de lui, la peine de l'avoir perdu. Mais je trouverai sans doute un autre mot sur ce chemin. Une image peut-être pour dire cela, la trace laissée en moi, la vie en son absence. La séparation entre la vie et la mort est plus fine qu'on ne le croit, disait-il. Et je l'éprouve maintenant. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais enivrée par le pouvoir des mots. Lui, il s'en méfiait, affirmait qu'ils peuvent être trompeurs, menteurs, distordre la vérité pour la réduire à des paroles de pacotille, même quand ceux qui les prononcent sont bien intentionnés. Il martelait « Les idéologies ont perverti le langage. Quel plus grand mensonge que les mots « Arbeit macht frei » sur le fronton d'Auschwitz. » Je hochais la tête, je traduisais « Le silence est l'expression la plus juste qui soit. » Mais je ne comprenais pas vraiment comment un écrivain pouvait estimer que les mots ne parviennent jamais à égaler le silence. Comment la jubilation ne le saisissait pas face à leur effet. J'ignorais que si les messages reçus par centaines après sa mort me toucheraient, la plupart des phrases prononcées autour de moi me heurteraient tant. On me dit « La vie continue », comme si je ne le savais pas, comme si la question n'était pas justement que la vie continue sans lui. On me dit « Il faut vivre », mais je vis, d'une autre manière, dans le silence ouaté de la neige qui tombait sur son enfance, dans le sien, lorsque je lui annonçais la mort d'un être cher et qu'il se taisait d'abord, longtemps, prenant le temps d'accueillir ma peine, murmurant un peu plus tard « Oh ma chérie, tu as besoin de beaucoup de force. Je sais que tu en as et je te souhaite d'en avoir plus encore. Je te serre fort dans mes bras. » On me dit aussi « Il était un père pour toi, tu dois te sentir orpheline. » C'est faux. J'ai toujours mon père, et ce sont ses enfants qui sont orphelins. Quel mot pourrait définir ce qui nous unissait? Je ne sais pas. Pour moi, il était Aaron. Et pour lui, j'étais Valérie. Et parfois, Valérie, ma chérie. Nous avons existé l'un pour l'autre et nous avons existé aussi pour les autres, comme ce soir de septembre 2004 à Strasbourg, où j'ai été pour la première fois son interprète en public. À la première question, portant sur le titre de son livre, il a répondu comme il le ferait toujours par la suite, quelle que fût la question. Et ma voix s'est élevée pour traduire « Je suis née à Tchernowitz en 1932. » Et quelque chose en moi murmurait « Je suis née à Tchernowitz en 1932. » Dès cet instant, nos voix se sont superposées. La mienne s'accordant à la sienne, à son rythme, ses hésitations, sa douceur, sa quête de précision, son ironie. Après la langue écrite qui m'avait permis de traduire 2 de ses livres, une langue orale naissait en moi. Je découvrais que je la portais à l'intérieur de moi et qu'elle me portait au plus profond de ses visions à lui, vers les Carpates, la chambre de sa maison, le camp, la forêt. Elle se déployait dans toute l'Europe, de la Roumanie aux rives italiennes. Elle traversait la Méditerranée, elle traversait le temps, elle disait le mutisme de ses 13 ans et demi,
son arrivée en Palestine mandataire, et j'y glissais celui de mes 13 ans et demi, mon arrivée en Israël. Je suis arrivée en Israël en 1946. J'avais 13 ans et demi et je n'avais pas de parents. Je travaillais dans un kibboutz. L'après-midi et le soir, j'étudiais l'hébreu. Il ne restait plus rien de ma langue maternelle. Et j'ai fait de l'hébreu ma langue maternelle adoptive. C'est une langue concrète. Les phrases sont courtes, vont droit au but, sont dénuées de fioritures linguistiques. Il n'y a pas de sophistication, peu d'adjectifs. J'ai compris très vite que c'était une langue qui correspondait exactement à ce que j'avais vécu. On ne peut écrire sur des grandes catastrophes avec des mots trop grands. Il disait, après la guerre, j'étais muet. Je traduisais en sentant ma gorge se dessécher et durcir et j'ai compris. Avant de partager la même langue, avant que l'hébreu soit conquis au terme d'un combat où chaque mot introuvable était un désarroi amer et chaque mot correctement employé un soulagement, avant cela, nous avons partagé le silence hébété des nouveaux immigrants. Puis, nous nous sommes mis à parler cette langue dans laquelle nous n'avions pas vécu, c'est-à-dire une langue dans laquelle nous n'avions pas découvert le monde ni été aimés, dans laquelle nous n'avions pas souffert non plus, et surtout dans laquelle n'étaient pas inscrits les silences de l'enfance. Nous nous sommes glissés dans l'hébreu comme dans des draps rugueux, dans une hospitalité qui créait grossièrement mais sûrement un espace inviolable par le passé, dont on pouvait se donner l'illusion qu'il n'avait pas eu lieu. Le merveilleux oubli avait aussi permis la renaissance. J'aimais me pencher à son oreille pour traduire ces questions si particulières à la France, où la syntaxe fait des triples saltos et des entrechats, où un journaliste pouvait exposer une thèse reliant son œuvre à celle de Bruno Schulz, citer Lévinas, envelopper le tout dans une remarque sur la diversité de la littérature israélienne contemporaine. J'aimais le sentir se pencher à son tour à mon oreille pour murmurer « Oh, c'est très beau tout ça, très intelligent. Mais dis-moi, quelle est précisément la question ?» Et j'en inventais une que l'on pouvait déduire de ce qui venait d'être énoncé. Il avait de toute façon sa manière bien à lui de ne pas répondre s'il se sentait entraîné vers un chemin où il ne voulait pas aller. Ce n'était pas de la mauvaise grâce, mais les paroles prononcées devaient avoir été polies par le temps, par la pensée. Elles devaient avoir passé l'épreuve de la réflexion, être accordées à la musique intérieure. De la même manière que ces manuscrits reposaient 4 ou 5 ans dans un tiroir avant d'être repris, coupés, augmentés, corrigés, avant que leur musique le satisfasse enfin au plus près de ses visions. Il était d'une générosité infaillible avec ses lecteurs et répondait aux questions en étant totalement présent, cherchant chaque fois en lui les mots qui le reliaient au lieu et à l'instant, prenant soin toujours à ce qu'aucune parole ne lui échappe malgré lui, à ne jamais rien dire qui lui aurait semblé faux ou approximatif et qu'il aurait regretté ensuite. Et cette maîtrise des mots qu'il avait me sidère. On dit que je lui ai donné ma voix en français, mais ce n'est pas tout à fait ma voix. C'est la sienne que je porte en moi et qui existe dans ma voix pour lui, pour le comprendre et le traduire, livre après livre, et pour toutes nos conversations silencieuses.